le choix global de l'exposition était de présenter la partie de mon travail qui était la plus ancrée dans la relation entre les formes cartographiques et il me semblait assez intéressant de recontextualiser tout ça et de trouver un lien. Et en fait, ce lien, je l'ai trouvé effectivement en relation au texte de Michel Foucault, dans lequel il parle d'hétérotopie. Alors, je vais peut-être un peu expliquer les processus qui sont en œuvre dans l'Atlas. En fait, en 2004, j'ai eu la chance de rencontrer un marin, Marc Tiercelin, qui est un marin qui fait des courses en solitaire. Et en fait, il est venu au départ, à l'origine, à l'école d'Angoulême pour travailler avec les étudiants. Et je suivais ce projet-là avec les étudiants. Et bien évidemment, à un moment donné, j'ai débordé de ma fonction de professeur et c'est moi qui ai proposé un projet. Alors le projet était tout simplement de suivre sa course, d'en rendre compte, mais d'en rendre compte d'une manière un peu inversée. D'habitude, quand on regarde les courses de ces marins, on contextualise forcément leur place par rapport aux autres et leur place par rapport à une représentation du globe terrestre, une planisphère. Et donc on voit tout de suite à quel endroit il se situe dans les océans. Et en fait, ce qui m'intéressait, c'était de faire un resserrement et de proposer une cartographie qui mettait en avant le fait que eux, quand ils sont seuls sur leur bateau, ils sont perdus, en quelque sorte, au milieu de l'océan. Et ça, en retranscription cartographique, ça faisait finalement une série de cartes exclusivement bleues. Et donc le projet à l'origine était évidemment qu'il fasse une course exemplaire. Et malheureusement pour lui, il a essuyé une tempête, donc il a dû s'arrêter et faire réparer son bateau. C'est pour ça qu'au lieu d'avoir un ensemble de cartes bleues, on a à un moment donné une station, un arrêt, qui dure plusieurs jours et qui nous montre finalement de la Terre. Alors, pour être plus précis sur les cartes sont au 1/100000, c'est-à-dire qu'un centimètre égale 100 mètres. Chacune des cartes correspond à ses coordonnées journalières aux alentours de midi. Et en fait, pour pouvoir suivre son parcours, il faut simplement se référer à ces coordonnées de longitude et de latitude. Et ce qui fait qu'on a du coup des variations sur chacune des cartes qui nous permettent d'identifier ces longitudes et latitudes, cette variation de lignes qui parfois se resserrent, parfois se décalent et qui nous donnent ces points. Et la chose assez intéressante, c'est que en fait son accident, le moment d'arrêt de la course de Marc, il s'arrête en Nouvelle-Zélande. Et au moment où j'ai cherché de manière assez pointue l'endroit où il s'est arrêté, je suis tombé en fait sur un certain nombre de cartes de la Nouvelle-Zélande et j'ai eu une surprise assez étonnante qui est que je suis tombé sur une île qui s'appelle Antipode. Et évidemment dans le langage courant, les antipodes, ça veut dire l'extrême opposé, et à aucun moment je pensais que c'était un mot du langage, et à aucun moment je pensais que ce mot avait une possibilité de matérialité, d'existence. Et donc cette île, je l'ai trouvée, et évidemment elle est dans l'exposition en regard, en dialogue avec
ce parcours, puisque ce parcours est un tour du monde. On part des sables d'Ologne et on revient aux sables d'Ologne. Et donc finalement, de l'autre côté, on a cette île, l'île Antipode, enfin les îles Antipodes, puisqu'il y a une île principale accompagnée de plusieurs rochers, qui est une île désertique, sans habitation, sans végétation. Et ce qui m'intéressait dans ce cas présent, c'était de la recontextualiser. C'est-à-dire généralement quand on trouve les cartes d'îles, on a l'île et puis la mer est représentée, mais la carte est centrée sur l'île et la représentation de la mer est minime. Et ce qui est assez étonnant dans ces îles qui sont toutes petites, celle-ci fait 4 km sur 5 km, c'est qu'elles sont des bouts de terre perdus dans cette immensité, une fois encore maritime, cette immensité maritime. Donc ça, c'est des choses importantes. Une autre chose qui est particulier à ce travail, c'est que j'utilise et je joue sur les cordes cartographiques. Et entre autres, dans la cartographie, il y a une convention qui veut que la mer, elle soit d'une couleur qui est à peu près récurrente dans tous les pays, qui est globalement ce qui correspond à un cyan à peu près à 30% en imprimerie. Donc un bleu pas du tout réaliste, un bleu convention, mais pas un bleu représentatif. Et finalement, ce bleu est plutôt assez froid, assez rude. Il ne nous parle pas de la mer, il nous parle juste d'une étendue colorée, une immensité colorée. Une abstraction, parce que d'une certaine manière, on peut dire, je pense, que la cartographie est une abstraction, même si elle tend à représenter une réalité, un monde réel. La cartographie a sa propre réalité, ses propres codes et ses propres conventions. Par exemple, j'étais très content de pouvoir montrer l'atlas. Je l'avais déjà montré une première fois de manière linéaire, accroché comme ça tout en long dans un espace qui nous permettait de le suivre pas à pas. Donc il y avait une relation comme ça de déplacement de celui qui regarde et du déplacement par le transfert cartographique de Marc Tiercelin. Donc on pouvait calquer comme ça son pas au temps de son voyage. Évidemment, on fait un pas, lui il faisait un jour. Ici, ce qui était assez intéressant, c'était de le regrouper et de faire qu'une seule, comme une seule image. Et donc l'échelle du temps est complètement compressée en un seul temps du regard, puisqu'on fait les 3 mois, les 119 jours de voyage en un seul temps. Et il y avait cette notion d'écrasement du temps qui me semblait intéressant, et aussi cette notion d'écrasement de la représentation classique qu'on a du globe, parce que quand on parle de tour du monde, tout de suite on voit les océans, les continents, et là tout d'un coup le globe on le voit pas, alors qu'on fait un vrai tour du monde. Et donc il y a une échelle écrasée, faussée de nos habitudes et de nos représentations conventionnelles finalement. L'autre chose aussi, c'est que les cartes montrent l'emplacement de Tiercelin, mais elles ne montrent pas le bateau, donc on ne sait pas du tout, on ne sait pas trop quelle taille a ces morceaux, ces représentations de mer. C'est pas très grand en fait, hein. C'est une sorte de leurre. Donc voilà, à l'autre côté, par contre, l'échelle, elle joue par rapport à l'île Antipode. Il y a un effet qui est un effet plutôt
de présence physique de la peinture dans l'espace et dans la relation à celui qui la regarde, qui est que ce grand carré, enfin rectangle bleu nous domine, visuellement occupe une grande part du regard, c'est-à-dire que si on concentre notre regard dans l'île, enfin, si on regarde vraiment l'île, tout d'un coup, il n'y a plus que du bleu autour. Donc il y a un effet immersif, en fait, un peu qui est recherché ici, et qui est que, paradoxalement, en fait, on est à la fois dans l'immersion par le bleu, mais en même temps, on a une sorte de regard démiurge, puisqu'on a l'œil cartographique, le regard cartographique, on domine en fait tout ça. Et donc il y a cet effet d'inversement, on est à la fois au-dessus et à la fois en dedans. Et ça, c'est un jeu qui m'intéresse beaucoup dans la cartographie, qui est cette notion de transfert incessante. On est parfois Dieu, parfois Gulliver, et puis parfois on plonge dans la carte et on se transfère à l'échelle donnée par la carte. On cherche à représenter l'objet et à lui donner une échelle physique humaine. Cette question d'échelle, elle est aussi avec l'Everest, donc qui est une carte, une représentation en relief d'une partie du sommet de l'Everest. Et là aussi, il y a une volonté très claire de jouer sur à la fois un objet physique dans l'espace, puisque cet objet fait à peu près 2 mètres. Il a une relation par rapport au spectateur qui est assez directe, de confrontation. Et en même temps, le traitement, vu que l'Everest est traité, est une reconstitution que à partir des courbes du niveau. Et donc on a une sorte de représentation mathématique finalement, et pas du tout réaliste de l'Everest, même si elle tend à être juste, fait que sans arrêt notre regard hésite entre l'objet que l'on voit, qui est concrètement là, et l'image qu'on voit, qui elle pourrait être virtuelle d'une certaine manière. Virtuelle n'est pas tout à fait le mot le plus adéquat, mais qui tend comme ça à une représentation abstraite, une fois encore, du sommet du mont Everest. La carte est un objet et une image, des codes et des conventions. Et c'est une des raisons pour lesquelles je travaille avec ça, c'est que il n'y a pas de statut très clairement défini. La carte, si on l'accroche au mur, tout d'un coup, elle prend le statut d'un tableau, mais malgré tout, elle garde cette fonction elle garde sa fonction de carte, c'est-à-dire d'objet qu'on prend avec nous et qui nous permet de nous repérer dans des espaces. Et c'est cette ambivalence de l'objet cartographique sur lequel je travaille et qui nous permet parfois de voyager sans la carte ou de voyager que avec la carte. C'est-à-dire que tout d'un coup, on n'a pas forcément besoin d'aller sur place pour voyager avec une carte. Donc tout d'un coup, l'espace de la cartographie est autonome. Il est un espace sur un autre espace. Et c'est cette dimension-là qui est tout à fait singulière, qui existe finalement pas peu ailleurs, qui est assez étonnante. Je cherche pas trop à me définir, soit comme peintre, soit comme sculpteur. Je sais que pour moi, l'Everest, par exemple, a pour origine et pour source avant tout le dessin. Alors c'est un dessin spatialisé, mais et c'est vrai que le deuxième temps, mais elle devient une sculpture, évidemment. Il y a une relation avec sa place dans l'espace, sa place au spectateur, le fait qu'il y ait un dessus, qu'il y ait un dessous, qu'il y ait une relation au socle, qu'il y ait tout un travail
à proprement parler de la sculpture qui est là, hein, je peux pas le nier, mais j'aime bien cette idée qu'on peut toujours, malgré tout, échapper à simplement le fait que ça soit qu'une sculpture. L'Everest, en fait, il s'inspire de plusieurs choses. Il est maquette parce qu'il réfère et il renvoie à des codes que l'on voit très souvent dans les maquettes d'architecture. Mais en même temps, le référent le plus direct, c'est les reliefs, les tables reliefs que Louis XIV avait demandé des grands sites militaires à Vauban, qui est finalement son lien le plus historique. Et ces objets-là avaient qu'une fonction, hein, c'était certes des maquettes, mais c'était des cartes et des objets pour faire la guerre. Quant à la grande peinture murale, elle vient aussi finalement d'une histoire qui est dans l'histoire de la cartographie. À la Renaissance, certains représentants de l'État avaient des cartes, des salles où les cartes étaient peintes dans l'espace, dans le mur. Hein. Je pense entre autres au Vatican, où il y a une immense salle des cartes où tous les territoires possédés par le Vatican à la Renaissance sont représentés. Et ce qui est assez beau d'ailleurs dans ces cartes-là, c'est qu'elles sont très picturales, elles sont peintes. La mer a des vagues, enfin il y a tout un tas de jeux de référents à plus la peinture qu'à la cartographie. Donc il y a un lien très étroit de toute façon entre la cartographie et le pouvoir. Même si j'essaye de m'en échapper, il est évidemment toujours là. Pour revenir à la question de la maquette, dès qu'on joue avec des questions d'échelle, très très vite, il y a un transfert, c'est-à-dire qu'on passe de la maquette qui est une représentation miniaturisée souvent d'objets réels, mais ce qui m'importe, c'est de passer de la maquette à l'espace réel, et l'espace réel, c'est aussi l'architecture. Et en fait, le bleu sur le mur renvoie à une dimension architecturale de l'espace. L'Everest est plus... il a à la fois un effet peut-être plus prégnant, et plus facilement appropriable, il y a un côté qui permet à l'œil finalement effectivement de se promener. L'idée, c'est de se promener. On se promène dans les représentations cartographiques. Je pense que la plupart des gens ont fait cette expérience quand ils tombent sur une carte d'un endroit qu'ils connaissent particulièrement bien. Très très vite, ils ne voient pratiquement plus la carte et ils voient l'endroit. Ils ont transféré finalement sur la carte les souvenirs et l'image qu'ils ont de cet endroit. Et donc ils collent la réalité sur la carte. Et donc évidemment, je joue beaucoup sur ça. Et je joue aussi sur une dimension poétique. J'ai toujours en moi, par exemple, cette carte dessinée par Lewis Carroll qui vient comme ça accompagner son poème La chasse au snark. Donc cette carte entièrement blanche, entièrement vide, dont les sens d'orientation sont faussés, déviants. Et cette carte, elle est magistrale, hein, Lewis Carroll. Alors je me souviens jamais parfaitement du poème, mais les personnages du poème, on parle comme la carte qui est la meilleure carte et qui est une carte qui est parfaite parce qu'elle est absolument vide, qui
qui ne donne aucune direction, et donc du coup qui est la carte absolue, parce que elle n'arrête personne, quoi. Alors il y a ça qui m'intéresse beaucoup, ce renvoi à cette dimension-là, et c'est une chose assez drôle, c'est que justement dans le texte de Foucault sur hétérotopie, le premier lieu de l'hétérotopie dans son texte qu'il définit, c'est le miroir. Et évidemment, le miroir nous ramène à Lewis Carroll et à Alice, et à l'autre côté du miroir. Donc c'est assez drôle parce que pour Foucault, l'hétérotopie est un lieu réel, et en même temps, la première chose qu'il donne comme hétérotopie, c'est le miroir, qui nous renvoie à une représentation du réel, mais qui, on le sait bien, est déviante, déformée, transformée, et qui, chez Lewis Carroll, est un autre espace. Et pour finir, pour revenir aussi à Foucault et à ce fameux texte d'hétérotopie, il commence donc par le miroir, et surtout il finit, je vais vous le lire, parce que ça sera plus simple. Voilà, la dernière phrase de son texte, des espaces autres, il finit et dit « Le navire, c'est l'hétérotopie par excellence. Dans les civilisations sans bateau, les rêves se tarissent, l'espionnage y remplace l'aventure, et la police, les corsaires. » Et voilà quoi, c'est assez étonnant comment, particulièrement l'Atlas, qui a pour source au départ qu'une rencontre, se retrouve comme ça dans un texte, et finalement parfois il y a des anticipations un peu involontaires, hein, mais qui font qu'on retrouve, hein, c'est pas la première fois que ça m'arrive, on se retrouve comme ça dans un texte alors que c'est pas du tout le moteur et le point de départ du travail. Donc l'exposition ne montre pas que ces œuvres, qui sont comme somme toute des œuvres anciennes, on peut dire, et chose toujours assez étonnante, il y a toujours une part de hasard dans la production artistique, mais le dernier travail que je viens de réaliser, qui à l'origine est pour une autre exposition, qui était une édition, et en fait c'est une autre île que j'ai découverte, qui est une île de l'Antarctique, et qui est cette île ce qui a fait que j'ai retenu cette île, c'est son nom. Elle s'appelle l'île de la Déception. C'est une île volcanique, active, et quand j'ai trouvé les images de cette île-là, elle m'a renvoyé tout de suite à une autre île, qui est une île inventée, qui est l'île de Thomas More, qui s'appelle Utopia. Alors pourquoi? C'est un rapprochement très formel, très simple, hein. Utopia, quand on voit les gravures qui accompagnent généralement les éditions anciennes du texte de Thomas More, c'est une île ronde dans laquelle il y a comme ça des îles qui se répartissent autour, mais autour à l'intérieur d'eux. Et en fait, l'île de la Déception, c'est une île ronde, et il y a autour, mais à l'intérieur de l'île, les bases, les stations, les différentes stations qui ont toutes été, à cause des éruptions volcaniques, abandonnées et détruites. Et je trouvais assez, même s'il est peut-être un peu forcé, mais de montrer cette île-là dans cette exposition-là, qui s'appelle Hétérotopie, et qui renvoie comme ça, peut-être pas de manière directe, mais qui pour moi renvoyait à l'île de Thomas More et à l'utopie, permettait comme ça de boucler finalement en quelque sorte le parcours dans l'exposition. Pour accompagner l'exposition, il y a 3 cartes. Alors ces 3 cartes sont 3 éditions. Il y en a une de 2000, une de 2002 et une de 2004, qui ont été produites à chaque fois en relation à une exposition particulière.
Et ces 3 cartes ont pour principe d'être des cartes à la même échelle, au 1/25 millième, et chacune d'elles représente une zone à dominante colorée. Donc on en a une bleue, une blanche et une jaune. Et chacune d'elles en fait représente la bleue, la mer, la blanche, un glacier, et la jaune, un désert. Alors la bleue, en fait, c'est la première carte, la première édition que j'ai faite. Et c'était assez intéressant parce que j'étais sur un projet d'une œuvre qui était basée sur le cours de la Seine. Et en fait, en regardant les cartes produites par l'Institut géographique national, la dernière, celle du tout au bout, n'existait pas. Il y avait tout simplement parce qu'il y a un tout petit bout de terre et que donc je pense que l'IGN, pour des raisons de coût, de production, de diffusion, a estimé que c'était pas nécessaire d'éditer cette carte-là. Et donc ce petit bout de terre, en fait, il est représenté sur les cartes à côté. Il y a un petit bout comme ça qui sort de la carte, c'est assez beau. Et donc je suis allé voir l'IGN et je leur ai proposé d'éditer cette carte-là, donc une carte de l'embouchure de la Seine, entièrement bleue, avec ce tout petit bout de terre. Et à partir de là, en fait, suivant les occasions, j'ai continué. Et donc 2 ans plus tard, j'ai fait une exposition au Crédac où j'ai fait une très très grande carte dans l'espace de l'île Kerguelen. Et donc j'ai édité cette deuxième carte qui est la carte du glacier du commandant Charcot. Donc c'est un bout de la terre Adélie. Ce bout passe par le cercle arctique. Et ce qui m'intéressait, c'était la relation de l'explorateur Charcot, qui est le fils du docteur Charcot. Donc tout ce jeu comme ça de glissement, une fois encore, et de possibilité d'aller chercher bien au-delà de la carte, simplement parce que le toponyme ou le nom de l'endroit nous envoie ailleurs. Une autre chose aussi qui me plaît beaucoup, c'est que le bateau du commandant Charcot s'appelait le Pourquoi pas. Et en fait, on peut voir sur la carte de la jaquette, la pointe, il y a une pointe qui s'appelle la pointe du Pourquoi pas. La troisième carte, la carte du désert de Nanakil, est en fait faite suite à une exposition où j'étais invité par les musées de Charleville-Mézières à faire une pièce dans le musée Arthur Rimbaud. Et évidemment, ce que j'ai gardé de Arthur Rimbaud, ce ne sont pas spécifiquement là, c'est sa poésie, mais les quelques rapports qu'il a écrits à la société géographique d'exploitation minière de son époque, en disant qu'il y avait tout un tas de possibilités de s'enrichir dans ces régions. Et la carte, en fait, représente le désert avec une seule courbe de niveau, qui est, elle, cotée à 0. Et donc, en fait, en cartographie, dès qu'on passe en dessous du niveau 0, on appelle ça une dépression. Donc je trouvais ça assez beau, une manière de renvoyer comme ça à Rimbaud, et cette idée d'une carte lisse, plane, mais qui malgré tout parle de dépression. La quatrième, elle est dans les cartons depuis très longtemps en fait, qui est tout simplement une carte de la forêt verte, avec exclusivement que de la forêt. Bon, il faut que je trouve l'occasion, l'éditeur, mais elle est là, quoi. Et puis, parce que il y a cette idée que ces 3 cartes-là, même si elles ont à dominante bleue, blanche, jaune, voire verte, qui tendent à une idée d'un référent pictural qui serait le quasi-monochrome, malgré tout, ce ne sont jamais des monochromes. Ils sont toujours,
y a toujours de l'information qui fait que malgré tout, aussi minime soit-elle, on n'est pas dans le monochrome. Il me plaît aussi à penser que ce sont des cartes pour se perdre, puisqu'elles existent en tant qu'édition, donc elles sont pliables, etc. Et que, effectivement, je pense que si quelqu'un prend ces cartes et va dans les endroits représentés, c'est une carte qui ne sert à strictement rien et voilà, faire une carte pour se perdre, c'est renverser tous les processus.